La Nouvelle-Calédonie vote non à l'indépendance, un scrutin marqué par une forte abstention, principalement due au boycott des indépendantistes. Des dizaines de morts dans l'État du Kentucky dans le sud-est des États-Unis après le passage de tornades dévastatrices. D'autres États américains ont été touchés. Max Verstappen devient pour la première fois champion du monde de Formule 1 en doublant Lewis Hamilton dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi. La Nouvelle-Calédonie restera française. C'est l'enseignement du troisième et dernier référendum d'autodétermination remporté de manière écrasante par les pro-France, avec 96,49% des voix. Le président français a appelé à accueillir ce résultat avec respect et humilité. Ce soir, la France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester, a-t-il dit dans son allocution télévisée, soulignant toutefois que l'archipel restait profondément divisé. Effectivement, ce score écrasant est à relativiser car les indépendantistes ont appelé au boycott. Ils réclamaient le report du référendum à cause de l'épidémie de Covid-19 qui ne permettait pas, selon eux, de mener une campagne équitable. La participation s'est donc élevée à 44%. Lors du dernier référendum, en 2020, les indépendantistes avaient remporté 47% des suffrages. La présidente de la province sud de la Nouvelle-Calédonie fustige ceux qui mettent en cause la légitimité du scrutin. Nous avons eu 3 référendums. Les 2 premiers ont été gagnés par les partisans du maintien dans la France. Ce 3e référendum, ce sont les indépendantistes qui l'ont demandé. Ils ont décidé de ne pas y participer, j'en suis désolée, mais très clairement, la France a gagné ce soir. Désormais, une période de 18 mois s'ouvre pour définir le statut de l'archipel au sein de la République française. Une ère d'instabilité car les indépendantistes ont annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat et qu'ils le contesteraient devant les instances internationales. Ils ont aussi prévenu qu'ils ne souhaitaient pas rencontrer le ministre français des Outre-mer, arrivé vendredi sur l'archipel. Les États-Unis et leurs alliés continuent de mettre la pression sur Moscou. Réuni à Liverpool, le G7 a menacé très clairement la Russie, accusée de préparer une invasion en Ukraine. Cet avertissement avait déjà été formulé ces derniers jours par Washington et notamment par le président Joe Biden, qui s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les plus grandes économies du monde sont unies. Nous avons envoyé un signal fort à nos adversaires et à nos alliés. Nous avons été clairs sur le fait que toute incursion de la Russie en Ukraine aurait des conséquences massives dont le coût serait élevé. Nous avons également montré que nous défendons la liberté, la démocratie et le droit des personnes à vivre sans répression où qu'elles se trouvent. Le gouvernement américain a annoncé dépêcher la secrétaire d'État adjointe en Ukraine et en Russie dès lundi. Sa feuille de mission, obtenir des progrès diplomatiques pour mettre fin au conflit dans le Donbass, tout en faisant respecter les accords de Minsk de 2015. Près de 50 000 personnes ont défilé samedi à Vienne en Autriche pour protester contre les mesures sanitaires imposées par le gouvernement. L'Autriche est le premier pays européen à avoir rendu la vaccination obligatoire. La mesure prendra effet début février. Par ailleurs, les non-vaccinés restent soumis aux mesures de confinement qui ont pris fin ce dimanche pour la population vaccinée. Des manifestations contre les mesures sanitaires également en Espagne. Le pays qui voit actuellement le nombre d'infections grimper a renforcé ses restrictions. La présentation obligatoire d'un pass sanitaire jusqu'ici limité s'est généralisée dans de nombreuses régions, notamment pour accéder aux bars, restaurants, salles de sport ou aux maisons de retraite. À Barcelone, les manifestants ont marché derrière une banderole sur laquelle était écrit « Passeport sanitaire égale État totalitaire ». Autre manifestation contre le pass sanitaire au Luxembourg, où plusieurs centaines de personnes ont défilé sous haute surveillance de la police, qui a reçu des renforts de Belgique après des débordements survenus le week-end précédent. Hélicoptères et drones ont survolé la manifestation. La police a fait usage d'un canon à eau et a procédé à des interpellations. Des quartiers entiers qui ne ressemblent plus qu'à des champs d'allumettes. L'État américain du Kentucky est sous le choc après avoir été balayé dans la nuit de vendredi à samedi par une série de puissantes tornades. Le bilan humain est considérable, il pourrait dépasser la barre des 100 morts alors que les recherches de survivants se poursuivent sous les décombres des maisons en ruine.
À Mayfield, petite bourgade de 10 000 habitants, aujourd'hui défigurée, des dizaines d'employés d'une usine de bougies pourraient avoir péri dans l'effondrement du toit. Les bâtiments du centre-ville n'ont pas résisté à la puissance des vents. C'est comme si une bombe avait explosé, ont décrit des témoins. L'une de ces tornades a parcouru près de 400 km du jamais vu. D'autres États américains ont été frappés comme l'Illinois où plusieurs personnes sont mortes dans l'effondrement d'un entrepôt du géant du commerce en ligne Amazon. Le Tennessee, l'Arkansas et le Missouri ont également fait état de victimes. Cela fait désormais 85 jours que de la lave et des panaches de fumée s'échappent du volcan de La Palma dans l'archipel des Canaries, ce qui en fait l'éruption la plus longue de l'histoire de l'île espagnole. Des images aériennes prises ce week-end ont permis de découvrir des trous causés par les coulées de lave. Les scientifiques ignorent quand cette éruption prendra fin. Une intense activité sismique était encore détectée ce dimanche sur le Cumbre Vieja. En près de 3 mois, cette éruption volcanique a détruit près de 3000 maisons et bâtiments et des milliers d'hectares de terres cultivables. La production bananière, notamment la principale richesse de l'île, a été durement impactée. Si de nombreux habitants ont dû être évacués, aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent et la vie se poursuit normalement sur la majeure partie de l'île. C'est au dernier tour du dernier Grand Prix de la saison que s'est joué le titre de champion du monde de Formule 1. Max Verstappen a décroché le Graal en dépassant in extremis son grand rival Lewis Hamilton sur le circuit d'Abu Dhabi, le tout après l'intervention de la voiture de sécurité suite à un accident. Le Néerlandais et le Britannique se sont livrés à une lutte acharnée tout au long de l'année, abordant même cette dernière manche du championnat avec le même nombre de points. À 24 ans, Max Verstappen est sacré pour la première fois et empêche Lewis Hamilton de coiffer une 8e couronne et de battre ainsi le record qu'il partage avec Michael Schumacher. Mercedes se console en empochant le titre constructeur aux dépens de Red Bull, Ferrari complétant le podium. And the winner of European Film 2021 is... Depuis Berlin, lors d'une cérémonie virtuelle samedi soir, le grand gagnant des European Film Awards, qui récompense chaque année le meilleur du cinéma européen, fut Quo Vadis, Aida, de la réalisatrice bosniaque Jasmina Zbanić. Meilleur film, meilleure réalisatrice et meilleure actrice, le film a remporté l'adhésion des membres de la European Film Academy qui regroupe 4200 professionnels européens du cinéma. Quo Vadis Aida, la voix d'Aida en français, est un film puissant nominé en début d'année aux Oscars et qui revient sur le massacre de Srebrenica pendant la guerre des Balkans en 1995. On a même parlé de génocide avec l'exécution de plus de 8000 Bosniaques musulmans par des Bosniaques serbes. Ce film est dédié aux femmes et aux mères de Srebrenica et à leurs fils, mari, père, tués, 3 générations d'hommes exterminés à cause de leurs origines. Les femmes de Srebrenica trouvent un moyen de construire la paix dans un pays complètement détruit. Les femmes doivent toujours réparer les dégâts causés par les hommes. Je dédie ce prix aux femmes de Srebrenica et à nos mères qui nous ont appris à transformer la destruction en amour. Le film est porté par l'interprétation de Jasna Đuričić. Quo Vadis Aida est une coproduction européenne exemplaire. 10 producteurs de 10 pays différents y ont participé. Anthony Hopkins a remporté quant à lui le prix du meilleur acteur pour The Father de Florian Zeller, qui remporte aussi le prix du meilleur scénario. Mais l'autre grand gagnant de l'année est le film Flea du franco-danois Jonas Poher Rasmussen, qui remporte, fait unique, à la fois le prix du meilleur documentaire et celui du meilleur film d'animation. Le réalisateur n'a pas réussi à se connecter pendant la cérémonie, mais a exprimé sa joie à l'écran. Flea, c'est l'histoire vraie d'Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années 80 alors qu'il n'était qu'un enfant. « 30 ans plus tard, désormais universitaire au Danemark, il va se confier à son meilleur ami et lui raconter la véritable histoire de son voyage et de son combat pour la liberté.
Vi flygtede med menneskesmuglere. De værste mennesker i mit liv.